dans une société où on célèbre le médiocre. On est dans une société où tout ce qui est important là, on nous cache. On est dans une société où même dans le système éducatif, on a enlevé les cours de morale. Je considère que dans notre pays, je suis un comédien sous-coté. C'est-à-dire, je considère que je suis parmi les plus talentueux. Et ça, c'est me mettre modeste parce que je me considère comme le numéro 1. Mais après, il n'y a pas la reconnaissance qui va avec. Comment ça s'est passé ça? Je ne suis jamais arrivé dans la comédie. Je suis né dans la comédie. Depuis que je sais parler, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas jouer au football, je sais faire rien d'autre que de l'art. On est tous habitués à ce système. Tu crois que si les jeunes avaient du travail, s'il y avait des laboratoires au Cameroun, etc., où les jeunes pouvaient aller s'exercer, ils seraient en train de danser sur TikTok. Ils n'ont rien à faire. Et aujourd'hui, TikTok leur donne des possibilités. Ils n'ont juste rien à faire. Gérer un business, c'est déjà du boulot. Et en plus, il faut faire du marketing. Vous passez des heures à essayer d'écrire des publications et créer du contenu, et personne ne réagit. Avec Copilly, plus besoin de réfléchir. En un clic, notre IA génère des posts, des pubs, des descriptions qui attirent l'attention et font vendre. Vos posts sont percutants. Votre business attire plus de clients et vous gagnez du temps. Essayez Copilly dès maintenant et faites décoller votre business sans effort. Si tu étais une femme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Dis non à un homme. Pourquoi? Parce que je veux sentir ce que je veux un peu être dans leur posture, tu vois, chaque fois qu'elles m'ont dit non à moi. Combien se sont sentis, c'est pas, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, tu vois. Et toi, combien de femmes? Il y a beaucoup de femmes qui t'ont dit non? Beaucoup. Pourquoi? Quand même. Pourquoi elles te disaient non? Parce que tu n'avais rien ou il y avait d'autres raisons? Oui, à une époque, c'était vraiment parce que je n'avais rien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça change un peu, voilà. Mais oui, il y a toujours des femmes qui vont dire non. Et du coup, quand tu trouves une femme qui te dit oui, tu te dis pourquoi celle-ci me dit oui alors que les autres m'ont dit non, tu vois le truc. Donc, oui, je pense qu'à une époque, quand même, beaucoup de filles m'ont dit non. Et me dit, tu es en couple, marié, célibataire? Non, aujourd'hui, je suis célibataire. Célibataire? Ouais. Ok, d'accord. Et comment ça se fait? Avec tout l'aura que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as, comment ça se fait que tu sois célibataire? Je suis un garçon désordonné. Ah bon? Je suis un garçon têtu. Je suis surtout orgueilleux. Donc, j'ai l'art de foutre en l'air toutes mes relations. Donc, aujourd'hui, je me retrouve célibataire, mais avec 3 enfants et 3 mères différentes. Tu vois le truc? Attends, c'est une blague? Non, c'est la vérité. Sérieux? C'est la vérité. Ok, là, tu me donnes une exclue. Oui, c'est la vérité. Donc, et je pense que la faute, c'est uniquement à moi. Je n'arrive pas à garder ou conserver mes relations et c'est généralement par orgueil parce que je pense quand même que quand je regarde la plupart de mes ruptures, c'est toujours l'un de mes caprices qui fait en sorte que tout s'arrête. Et par orgueil, généralement, quand je dis c'est fini entre nous, même si la fille veut encore rester là, même si je l'aime encore, juste par orgueil, c'est fini entre nous. D'accord. Et au-delà de ça, du coup, comment tu gères 3 enfants, 3 femmes différentes et ta carrière et tes études? On reviendra dessus, mais comment tu gères tout ça? Je vous ai dit que j'étais un garçon désordonné. Oui. Le fait que je sois désordonné me permet de gérer plusieurs choses à la fois, tu vois. Donc, je sais faire la part des choses, c'est-à-dire me battre et me rassurer qu'il y a toujours de l'argent pour que mes enfants aient ce dont ils ont besoin. Ça, c'est déjà d'abord, c'est primordial pour moi, c'est vital. Après ça, maintenant, toujours faire en sorte que ce dont j'ai besoin, ou alors ce que mon cœur désire s'accomplisse. C'est-à-dire, pour moi, quand je veux quelque chose, je suis un entêté. Si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Et je vais me donner les moyens de l'avoir. Même si je vais échouer, je vais me relever, je vais reprendre, jusqu'à ce que ça marche. Ouais, ça c'est la caractéristique de tous ceux qui réussissent. Et au-delà de ça, quelle est la chose dont tu n'as jamais parlé devant les caméras et dont tu as toujours souhaité qu'on ait l'opportunité de parler? Ou du moins que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Non, c'est pas une chose que je veux partager avec vous. Ce sont mes problèmes personnels, ce sont mes frustrations, tu vois. La vie est faite de beaucoup de frustrations. Alors, et surtout quand tu fais dans un domaine comme le nôtre, c'est énormément de frustrations. Ce sont des choses que tu restes souvent seul et puis tu te dis, ben, la vie est quand même ingrate quand même, tu vois. Tu te le dis et puis voilà. Mais ce ne sont pas des choses que tu as envie de partager parce que toi-même tu sais que c'est sale de penser cela, tu vois. Une que tu peux te permettre de nous Par partager. exemple,
Je considère que dans notre pays, je suis un comédien sous-coté. C'est-à-dire, je considère que je suis parmi les plus talentueux. Et ça, c'est me mettre modeste parce que je me considère comme le numéro 1. Mais après, il n'y a pas la reconnaissance qui va avec. En fait, la reconnaissance que moi, j'espère. Mais après, je me dis, bref, ça va venir. Je suis le meilleur. Donc, je sais que ça va venir. Et c'est pourquoi je me bats toujours pour faire un pas après l'autre. C'est difficile. J'essaie de monter progressivement. Et j'ai toujours l'habitude de dire, pendant que vous croyez que c'est ici que je vais m'arrêter, vous allez me retrouver devant. Et à chaque fois que vous allez espérer que je vais disparaître, je serai toujours là. Je serai toujours là, un peu plus haut, en train de faire des choses nouvelles, en train de me réactualiser, en train de me battre pour toujours exister. Mais quand tu dis que tu es le numéro 1, bon, est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire que tu es le numéro 1? Si, c'est très prétentieux, Oui. parce qu'ils sont bourrés de talent. Putain, ils sont tous bons, les gars. Tu vois, ils sont tellement bons. C'est prétentieux même d'avoir choisi pour nom des scènes de la légende. Oui, et je pense que cette prétention, c'était déjà pour m'encourager moi-même à beaucoup travailler. Et tu penses que c'est une qualité ou un défaut d'être prétentieux? C'est une très grosse qualité. En quel sens? Dans la mesure où je vais toujours éviter de me casser le visage parce que comme on dit au Cameroun, j'ai la bouche. Oui. Et quand tu es un gars là, il faut avoir les moyens de ta politique. Oui. En classe, je me moquais de mes camarades lorsqu'ils avaient une sous-moyenne. Et quand je rentrais à 4, j'étais obligé d'être debout pour bûcher. Parce que je savais que s'ils me voient avec une sous-moyenne, ils vont se moquer de moi. Donc, je ne voulais jamais leur donner l'occasion de se moquer de moi. Alors, je travaillais. Et je pense que je me suis forgé sur cette prétention-là. Tu vois? Souvent, quand je suis seul, je dis je suis talentueux, je suis intelligent. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent du monde ou le plus talentueux du monde. C'est juste parce que j'essaye de me convaincre que par mon travail, je dois être le meilleur. D'accord. Parce que tu dis que tu es le meilleur. Aujourd'hui, on a plus ou moins la jauge des réseaux sociaux, Oui. en termes d'abonnés, de score et tout le bazar. Bon, toi, aujourd'hui, ta jauge serait quoi? Si on dit que, ok, tu dis que c'est toi qui le dis. Oui. Donc, à quoi est-ce qu'on reconnaîtrait que c'est toi le meilleur? Je pense quand même que les réseaux sociaux ou quoi que ce soit ne bâtissent pas une carrière. On est d'accord que il y a des jeunes aujourd'hui là qui te font 4 millions, 5 millions d'abonnés. Ils ne seront pas plus forts que le grand frère Edoudoua. Manior Comédie qui a 4 millions d'abonnés n'est pas plus fort que Moustique qui en a 2 millions d'abonnés. Tu vois, les réseaux sociaux, ça reste juste un média qui buzz. Moi, je pense que le meilleur comédien se reconnaît par sa carrière, ses capacités artistiques. Tu vois, sa capacité à donner un rôle, à interpréter un personnage, à créer des possibilités, etc. Moi, je pense que c'est dans ce sens qu'on doit regarder le meilleur comédien. Super. Et qu'est devenu les Bao? Bon, les Bao, comment je vais vous dire ça, vous le savez déjà tous, les Bao, c'est un projet qui s'est arrêté. C'est un projet comme tous les autres, mais qui est certainement pas ma faute, c'est arrêté. Voilà. Ah ben, tu es responsable de beaucoup de choses quand même, hein? Oui. Tu vois, c'est juste qu'à la longue, j'ai dit, j'arrête de vouloir être la victime tout le temps. Oui. Non, aujourd'hui, je préfère porter ma veste de méchant, voilà, et j'ai dit, ouais, c'est à cause de moi. Yes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'as bien compris. C'est comme d'habitude, c'est attaque frontale, on ne va pas changer le fusil d'épaule. Je te souhaite la bienvenue pour ce énième épisode du podcast de l'écrivain, le seul podcast qui donne la parole aux écrivains et aux écrivains aspirants. Au-delà de ça, tu l'auras bien compris, c'est nouveau décor, nouvel épisode, nouvel invité. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très prétentieux, mais qu'on apprécie tous. Il se surnomme la légende. Donne-lui juste son surnom, tu comprends que ça va être compliqué. Mais, nous non plus, on ne va pas le lâcher. Parce que, comme je l'ai dit, ça va être sans complaisance, mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles parce qu'on aime le ça. La peine n'est pas rentable. Surtout pour le vendeur d'armes. Et surtout qu'aujourd'hui, gars, ça va tirer à balles frontales. Au-delà de ça, tu connais notre rendez-vous. Ce 3 mai, du côté de l'hôtel, du côté des salons de l'Aveyron, on a le rendez-vous des écrivains. La 4e édition du week-end de l'écrivain. Tu connais déjà, on a plus de 1500 personnes dans un cadre vraiment magnifique dans le 2e arrondissement de Paris. Bref, pour en savoir plus, on te met le
lien dans le premier commentaire de la vidéo. Et comme d'habitude, cet épisode est sponsorisé par Copilly.io, première plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux producteurs de contenu de produire du contenu en bafia, en wolof, en noré. Et il y a beaucoup d'autres mises à jour qui arrivent, notamment le bambara. On te met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Et cet épisode est enregistré chez ultimatepod.fr, un cadre qui permet de respecter nos convives, un peu comme la légende qu'on reçoit, vu on n'a même pas une l'onction. Si tout ceci est clair pour toi, je sais pas, prends une bouteille d'eau ou un verre de jus de bissap, ou je sais pas quoi, ou bien le matango, tu t'assois, parce que là, on va parler des sujets compliqués. Et on va remercier à la régie, un frère, Aston, de la chaîne YouTube Bind99. Bonjour la légende. Bonjour, monsieur. Comment tu vas, gars? Ah, je suis très à l'aise, mon frère. Comme un gars qui est en dingue avec tous ses papiers. Super, ben écoute, pour ceux qui t'as découvert sur les réseaux sociaux, avec ta casquette d'humoriste, d'artiste humoriste, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Et te dit la vérité, non. Ma main ne sait pas encore qui je suis. Non, mais je suis René Mboussi. Aujourd'hui, je me décris plus comme artiste comédien qu'enseignant. Web comédien, comédien du théâtre, présentateur événementiel, artiste échassier et tout ça. Voilà. Donc, c'est tout un gros mélange. Danseur professionnel aussi. Ah oui, ça c'est une casquette que je ne connaissais pas. Ok, bon, moi tout ce que tu remets les pieds dans les plats. Comment tu arrives dans la comédie? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'aujourd'hui tu fais un doctorat, tu as fait l'école normale supérieure en France, tu es plègue Oui. en langue française. Moi je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe entre le doctorat et l'humour? Comment ça s'est passé ça? Je ne suis jamais arrivé dans la comédie. Je suis né dans la comédie. Depuis que je sais parler, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas jouer au football, je ne sais faire rien d'autre que de l'art. Tu vois? Donc, je vois aujourd'hui des gens qui vont dire, non, j'ai 10 ans de carrière, j'ai 15 ans de carrière. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas exactement à quel moment je dois situer ma carrière. Est-ce que c'est quand j'ai décidé de m'appeler la légende? Je crois que c'était en 3e que j'ai décidé de prendre mon nom de scène, la légende. Sinon, avant, à partir du 3e jusqu'en 6e, on m'appelait à l'école Fingon Tralala. Ainsi de suite. Plus un peu plus bas, je faisais des allées scénettes dans l'église avec mon petit frère jusqu'au moins 2. Et je participais à toutes les kermesses de l'école. Au défilé, il y avait toujours, chaque école devait représenter une scénette ou alors un ballet. C'était mon petit frère et moi qui représentions notre école depuis le primaire, tu vois. Donc, je ne peux pas vraiment situer ma carrière. Mais si on parle de la partie professionnelle, c'est-à-dire où je découvre la scène de manière professionnelle, c'est en 2008 quand j'arrive à l'université, j'intègre le théâtre universitaire et je découvre l'autre facette de ce que c'est que l'art que j'ai toujours pratiqué parce que moi j'ai toujours fait tout ce qui était humour populaire. Et ce n'est qu'à l'université que je découvre la scène, le théâtre, j'apprends tous les codes de la chose et je décide de me diversifier. Et après 2018, il y a la montée des réseaux sociaux et je laisse un peu la scène, c'est-à-dire le théâtre qui, ma foi, m'a quand même fait faire le tour du monde. Je suis allé jusqu'en Belgique, représenter le Cameroun dans un festival de théâtre en 2018. Et puis, il y a la montée des réseaux sociaux, je décide donc de m'y investir et là-bas aussi, ça explose. Donc, beaucoup de gens me découvrent sur la toile, mais ils ne savent pas que je suis un comédien de la scène. Moi, je fais du théâtre, je fais de l'actorat, etc. D'accord, ok. Et dans ce parcours-là, Oui. pourquoi on n'a pas décidé de faire que ça? Pourquoi on va décider de poursuivre les études? Parce qu'on voit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui décident d'arrêter les études pour se laisser en fond dans leur carrière. Pourquoi on n'a pas fait le même choix? Les études, déjà, d'abord, c'est pour faire honneur à ma mère. Ma mère était institutrice et elle nous a élevés toute seule, tu vois. Et elle nous a dit, vous n'avez aucun oncle ou aucun parent qui vous a laissé un héritage. Et votre seul héritage, ce sont les études. Au point où, je pense que quand j'arrive en 3e, mon petit frère, lui, va en 5e, on décroche avec les études parce qu'on fait la scène. On est dans toutes les kermesses de la ville, on est dans tout, ainsi de suite. Donc, on décroche carrément tous les deux avec les études. Et elle est obligée de nous séparer. C'est-à-dire que moi, elle m'envoie fréquenter à Bafoussam au lycée classique. Et elle envoie mon petit frère fréquenter à Yaoundé. Mais jusque-là, quand on se retrouve pendant les congés de Noël ou pendant les vacances, on fait notre putain de scène et puis voilà. Voilà comment on n'a jamais rien lâché.
Et j'étais obligé de faire un compromis avec ma mère. Hein. C'est-à-dire, je te ramène tes bonnes notes, je te ramène ton diplôme et tu me laisses faire ma scène. Et voilà comment je décroche mon BPC, mon probatoire, mon bac. Et puis ma mère dit oui. Je sens qu'il assure cette partie-là, tu vois. Donc du coup, ce qu'elle appelait à une époque vos folies-là, tu vois. Elle a commencé plutôt à croire en ce qu'on faisait. Et puis voilà, aujourd'hui, elle est fan numéro 1. Et c'est à quel moment qu'elle commence à croire à ce que... En 2008. Il s'est passé quoi En 2008, il y a le festival Mbam Art, le festival de Toulon Mbam, et il y a une compétition de meilleurs humoristes. Moi, je suis à Bafoussa, mais mon petit frère, lui, il est à Bafia. Et il y a plus la plupart des grands humoristes camerounais qui sont là pour compétir. Et mon petit frère, à cette époque, fait 3e, moi je fais terminale, et il va participer. Et pour participer, il faut payer une caution. Il va voir sa mère, il dit, maman, est-ce que tu peux payer une caution? Ah, vos affaires de fou, là, ainsi de suite. Mais il faut quand même payer la caution. Elle paye donc la caution qui était, je crois, de 50 ou 100 000. Elle va payer la caution. Et il arrive, il les fume tous. Et il gagne donc le prix du meilleur humoriste, Mbamwa, de 2008. Donc voilà comment elle dit, ah, ça peut passer. Au point où l'année qui suit, en 2012, elle paye encore notre caution. Et cette fois-ci, on va en duo avec mon frère et on gagne le prix événementiel du festival. Wow. Au point où en 2015, on devient la mascotte du festival Mbam Art, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, elle dit, ben oui, elle commence à y croire. Et surtout que moi, au niveau des études, je cartonne, c'est-à-dire que je lui ramène plus de mauvaises notes. Alors, elle me dit, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, en fait, ce que tu viens de me dire là me confirme juste une chose, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, de réussite spontanée. Non, du tout, du tout. Tout s'obtient par des sacrifices. Absolument tout. Et pour continuer avec la question de tout à l'heure, j'ai jamais arrêté les études parce que je savais qu'au-delà de tout, c'est ce qui va garantir un avenir à mes enfants et qui va faire en sorte que les gens me respectent. L'art est ingrat. Aujourd'hui, tu as le buzz et puis tout le monde te dit « Oh, néné, félicitations ». Demain, quand tu chutes, c'est-à-dire quand tu n'as plus le buzz, les mêmes gens qui te félicitaient hier vont te dire « Ah, tu es quoi? Oh, tu as disparu, néné, néné, néné ». Alors que ton background intellectuel ne va jamais changer. Même quand j'aurai 70 ans, j'aurai toujours un putain de doctorat obtenu à la Sorbonne, tu vois, qui serait toujours un enseignant d'université. Ça ne va plus jamais changer. Hein. C'est-à-dire que dans 20 ans, on ne va pas me dire oh, il était enseignant d'université, maintenant il est quoi? Non, je serai toujours enseignant d'université. Tu vois, je pourrais peut-être changer d'université, je pourrais plus enseigner ici, je pourrais aller enseigner là-bas. Voilà la raison pour laquelle j'ai jamais lâché les études. D'accord. Mais à t'entendre, ça sent un peu le vécu. À t'entendre, on dirait que tu as vécu ce que tu racontes. Genre, à un moment donné, tu as peut-être une période de mou. Est-ce que c'est le cas déjà? Oui, absolument. Hein. Je sais que sur la toile, ça ne pardonne pas. Moi, j'ai bloqué plusieurs personnes parce que j'ai aussi un corps, tu vois. Quelqu'un qui venait mettre les commentaires. Oh, t'es le meilleur, en 2019, quand on a gagné au Canada. Oh, vous étiez le meilleur, Et puis 2 jours plus tard, peut-être 1 an, 2 ans plus tard, tu fais un post qui n'a que 350 likes. Il vient se moquer de toi que, bon, quand vraiment, tu es moi, ainsi de suite, tu vois. Ça fait mal, ça. Oui. Ça fait mal. Mais ce que moi je dis, c'est pas ça qui décourage l'homme. Hein. Quand je regarde aujourd'hui, je fais un post, une vidéo, je mets sur Facebook, ça fait 3000 likes. Moi, ça ne me gêne pas. Parce que il y a de cela 1 an, moi je faisais 100 000 vues la journée sur YouTube. Oui. Tu vois? Oui. Donc, à cette époque-là, j'étais le king. Et puis, pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas laisser la main aux autres pour que les autres sortent, c'est les kings. Donc, c'est toujours ça. Il y a toujours un petit qui va venir. C'est un peu comme le foot. Oui. Tu es bon aujourd'hui, il y a toujours un petit qui va venir plus fort, ainsi de suite. Il faut juste savoir se maintenir. Pour moi, mais est-ce que tu recommanderas à un jeune, parce que vous êtes beaucoup suivi par les jeunes et par les moins jeunes aussi, hein, parce que je peux te dire, ma mère suivait tes vidéos, ma petite sœur suivait tes vidéos, mon beau-père même suivait tes vidéos. Vous savez, il ne comprenait pas tout. Oui. Mais il y avait un petit gars au bout d'un moment, il commençait à comprendre et tout. Est-ce que tu recommanderais à un jeune ou à un jeune d'arrêter les études pour se concentrer à fond dans une carrière artistique? Je l'encouragerais à foncer une carrière artistique, mais pas arrêter les études à un niveau Relativement bas. Relativement bas. Relativement bas, pourtant, ce serait quel niveau? Il faudrait déjà minimum avoir le bac et à la limite avoir une licence. Parce que après la licence,
Tu es capable de revenir même à 60 ans pour aller faire un master dans tous les domaines. La licence va t'ouvrir les voies pour tous les autres domaines. Avec ta licence, tu peux décider un jour de dire, OK, comme je suis à stage, je peux aller me former dans le management. OK, comme je suis à stage, je veux aller me former dans tel domaine, ainsi de suite. Mais tu es déjà quand même sur ta licence, tu vois. Moi, je me suis retrouvé aujourd'hui en train de faire 3 bacs plus 5 avec une seule licence. Wow. Tu vois. J'ai une licence, Eh. mais quand on compte au niveau bac plus 5, j'en ai 3. Oui. Wow. Donc, c'est peu ça. C'est important que ça vienne de toi. Parce que comme je te le disais en off, moi à la base, pour moi, les artistes humoristes, c'était des bouffons. Donc, c'est pas des personnes à qui moi je voulais forcément m'identifier. Oui. Mais quand j'ai essayé de faire un travail en mode allez, assieds-toi, fais réfléchir 2 minutes. Là, j'ai commencé à me dire, peut-être que ces gens ne sont pas si cons que ça. Et là, j'ai commencé à. Et donc, l'idée même justement de faire venir à chaque fois des artistes humoristes, c'est de montrer aux autres qu'il y a un travail de fond qui est fait derrière. Oui. Il y a une vraie réflexion qui est menée derrière. Afin que les gens ne s'arrêtent pas sur il nous fait rire, mais qu'ils se disent, mais ce mec, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il voit? Toi, je dis, c'est quoi ta vision? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 tendances. Il y a une tendance d'humoristes école, je vais dire ça comme ça, qui ont compris qu'aujourd'hui, pour s'internationaliser, il faut respecter les codes. C'est pas un hasard, c'est un métier comme les autres. Donc, si tu y investis, c'est un peu comme un footballeur. Si tu n'as pas les jambes les maths dans les jambes, si tu ne t'entraînes pas, si tu ne fais pas les exercices physiques, etc., tu ne seras pas compétitif. De même pour les humoristes. Aujourd'hui, tu n'écris pas, tu ne répètes pas, tu n'essayes pas de travailler, ainsi de suite. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne peux pas avoir un texte avec lequel tu fais 20 ans. Tu peux garder un texte, tu peux ressusciter un texte de 20 ans, mais il faut être tout le temps en train d'actualiser, de créer de nouveaux textes, ainsi de suite. Et il y a un certain nombre de codes à respecter. C'est pour ça, moi, je propose aux jeunes de se former. Tu as le buzz sur le net, oui, c'est bien, tu as le buzz. Et sache que ce buzz peut mourir. Ah oui, c'est le buzz. Très bien. Pour l'entretenir, donc, il faut te former. Il faut te rapprocher du grand Valérie Ndongo pour dire, je vois que tu as un gros big up. Voilà, je vois que tu as une écurie de stand-uppers. Je veux aussi apprendre puisque, voilà, aujourd'hui, j'ai le nom. On peut m'inviter n'importe où. Il faut que je sois capable de tenir 5 minutes, 10 minutes et que les gens m'écoutent et qu'ils en rient. Voilà. Et ça, c'est l'écriture. Ce n'est pas du hasard. On n'allait pas voir un Ulrich Takam sur scène dire des choses qu'il n'a pas écrites. Tu vois? Même s'il va se lâcher dans l'impro, mais son texte a été construit, son texte a été travaillé, son texte a été réfléchi. Tu vois? Et il ne faut pas être étonné de voir que voilà, c'est ça qui fait faire le tour du monde, c'est ça. Parce que pour qu'un blanc t'invite dans son truc, c'est pas le hasard. Hein. On est nombreux ici à venir faire des scènes en Europe, etc. Mais il y a scènes et scènes. Il y a ceux qui viennent jouer dans les cabarets camerounais et il y a ceux qui viennent jouer dans les vrais théâtres où un blanc est capable de s'asseoir, de t'écouter et de se marrer. Est-ce à dire que pour que en tant qu'artiste, pour être validé, il faut forcément que le blanc valide? Non, pas du tout. Alors là, c'est pas ce que j'ai essayé de dire. J'ai dit juste que pour être validé à l'international, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Tout à fait. Tout le monde, tu peux jouer ici aujourd'hui et tu joues au Cameroun demain, tu joues au Pérou, ainsi de suite. Maintenant, pour être validé à l'international, il faudrait respecter un certain nombre de codes, il faudrait respecter un certain nombre de règles du métier, il faudrait travailler la partie internationale. Tu vois? C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder que les textes qui peuvent être compris par le Cameroun. Oui, c'est vrai. Tu vois? Il faut écrire des textes qui peuvent être compris par l'américain, l'anglais, l'italien, etc. En effet. Voilà. Et quand tu parles des codes, parce que nous sommes comment on appelle ça, des profanes. Nous, on regarde, bon, ça nous fait rigoler, mais je me dis qu'il y a un gros travail derrière. C'est quoi les codes, justement, qui font en sorte que... C'est quoi les codes que vous apprenez au théâtre? Il y en a 2 ou 3 facilement que tu... Au théâtre, par exemple, déjà d'abord, il y a la posture sur scène, il y a les expressions les expressions que tu vas donner, l'expression faciale, la mimique, il y a la voix, la respiration, c'est très important. Oui, on travaille énormément la respiration. Vous devez savoir qu'on respire mal. Et en théâtre, on t'apprend à respirer. Oui, je suis sûr que là où tu es là, tu ne respires pas profondément parce que la respiration va au-delà de... On a l'impression d'allaiter, c'est pour ça que ça chauffe là. Alors que pour avoir toute l'énergie du corps, il faut tirer la respiration profondément. Tu vas te sentir plus détendu. Et c'est ça, ce sont des trucs qu'on apprend en théâtre. Wow. Par exemple, en stand-up, il y a des codes. Il y a un certain timing pour une vanne.
Oui, il y a un timing pour que la vanne arrive. C'est pour ça que quand tu vas voir un Gad Elmaleh sur scène, tu vois, c'est un peu comme une musicalité. Les rires du public sont un peu comme une musicalité. Pat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 ak, ha 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 ha, tatatatatatatak, ha 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 ha. C'est un peu ça, tu vois. Waouh! Ah, là, c'est une science, quoi. Ben, c'est une science, c'est tout à fait une science. Et c'est ce que j'étudie dans ma thèse. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose, c'est pas un hasard. Ah, tu fais une thèse pour faire rire les gens. Non, j'ai fait une thèse pour étudier Comment faire rire les gens? Il y a l'école partout, c'est compliqué. Demain, pour faire rire les gens, vous allez aller à l'école. Et c'est justement ce que le grand frère Moustique disait dans l'un de ses podcasts que j'ai suivi. Il disait qu'aujourd'hui, les artistes n'écrivent plus, ne lisent plus. Ah, Qu'est-ce ça, que c'est tu en dangereux. penses? Oui, mais ça se voit, ça se ressent aussi. Tu vois, il y a beaucoup qui, lorsque tu les vois sur scène, tu sens qu'il y a un travail de fond. Et il y a beaucoup qui ne restent que sur le web et tu comprends qu'il n'y a pas de travail, puisque le web, ça reste la facilité. Ah oui? Oui, puisque le web aujourd'hui, les vidéos les plus regardées sur le web, c'est Comment quoi? faire vidéo Ce de sont web? les vidéos, non, ce sont les vidéos muettes. Ah oui, oui. Les vidéos les plus regardées aujourd'hui, ce sont les collages. C'est-à-dire que tu vas prendre une vidéo, tu vas faire ta part de collage, tu vas regarder, tu fais 2 millions de vues. Et puis, oui, va regarder les vidéos maintenant écrites où il y a un jeu d'acteurs et ainsi de suite. Elles ne sont plus les plus regardées. Et c'est ceux qui travaillent le moins qui font ce genre de vidéos. C'est-à-dire que ceux qui sont pleins de la facilité, c'est eux qui ont plus le buzz. Mais ceux qui décident de refaire encore des scènes avec des textes écrits, des jeux de rôle, etc., ça marche plus trop. D'accord, ok. Et moi, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, que dont beaucoup de gens ont à l'esprit. Tu vas me dire ce que tu en penses. Les artistes humoristes sont des cons. Tu réponds quoi à ça? Les autres IA écrivent des textes qui ne nous ressemblent pas. Trop robotiques, trop étrangers. Comment captiver votre audience si votre contenu ne parle pas comme elle? Copily est différent. Notre IA s'adapte à votre marché, comprend votre culture et parle votre langue. Des publications engageantes, adaptées aux réalités africaines, qui boostent votre visibilité. Rejoignez la révolution Copily. Essayez gratuitement et laissez l'IA parler votre langue. Il n'y a qu'un con pour identifier un con. Parce que ce soit les artistes qui n'ont pas poussé avec les études ou les artistes que moi je connais qui ont poussé avec les études, ce sont que des génies. Les artistes en général sont des génies, mais les artistes humoristes encore le sont plus. Je vais te dire pourquoi. Oui. C'est pour ceux qui ne peuvent pas théoriser ce que les gens font sur scène qui vont se dire que ce sont des cons. Parce qu'aujourd'hui, on écrit toute une thèse sur Cancan, mais à l'époque, beaucoup de gens trouvaient Cancan, ils disaient que c'était un bouffon. Tout à fait. Aujourd'hui, on trouve du sens dans tous les textes de Cancan. Pourtant, à l'époque, on trouvait qu'il racontait du n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas un génie, donc il peut se balader dans plusieurs siècles, comme ça, dans plusieurs siècles, avec un seul texte, avec une seule création, tu vois? La capacité de création n'est que réservée aux dieux, tu vois? Et c'est Marc Mathieu Monch qui l'a dit. Marc Mathieu Monch pense que l'artiste est un dieu, parce que par sa création, il s'élève au rang de Dieu. Il essaye de créer le monde mieux que Dieu, tu vois? Ouais, c'est fort ça. Donc, moi, je pense que celui qui pense qu'un humoriste est un con, c'est lui qui est un con. Parfois, quand je fais une vidéo, les gens me disent, tu racontes n'importe quoi. Je dis, t'as juste pas le niveau intellectuel requis pour comprendre ce que j'ai dit, c'est tout. Bon, ça, c'est quand je clash un peu. Ah ouais, il fait ça. Il y a une autre vanne que j'ai souvent entendue, j'ai posé la même question à Valérie Ndongo. J'aimerais t'entendre là-dessus. En Afrique, on rit trop. On s'est dit, bon, en Europe, on peut rire parce que c'est développé, mais en Afrique, le problème, c'est qu'on rit trop. On passe trop de temps à se distraire. Je pense quoi de ça? Non, comme je dis encore, oui, ça reste des analyses des personnes qui n'ont pas, du moins, une vision claire et nette de ce que c'est que la création artistique, humoristique, etc. C'est un peu de l'ignorance en même temps parce qu'ils ne savent pas que dans l'art, il y a plusieurs courants artistiques. Tu vois, tu peux être dans l'absurde. Tu peux te retrouver en train de rire de la mort. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle l'absurde, le courant de l'absurde, tu vois.
Tu peux décider de faire de la satire parce qu'il y a beaucoup qui, lorsque tu fais ta vidéo, ils voudraient que tu sois en train de décrire toujours les problèmes de la société. Tu peux décider de faire dans l'art pour l'art, juste pour que les gens se marrent. Tu peux décider de faire dans l'art pour le développement où tu, cette fois-ci, présentes tous les travers de la société, etc. Mais la fonction première de l'art, c'est d'abord le beau. Et qui dit beau dit d'abord que les gens se marrent. À partir du moment où les gens se marrent, tu es un artiste accompli. Après, maintenant, derrière, parfois une œuvre artistique elle-même se prend en charge seule. C'est-à-dire que tu peux dire quelque chose aujourd'hui juste pour te marrer. Demain, on retrouve tout son sens. Je me rappelle toujours du sketch de Cancan où il avait son ami qui dit que où est même passé l'argent de ces pays. L'argent est là. L'argent est là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne prend pas tout son sens? Tout son sens, en effet. Ça prend tout son sens. Alors que peut-être à l'époque, on trouvait que c'était une connerie qu'il racontait. Tu vois? Donc moi, je pense que c'est généralement, c'est plusieurs courants artistiques et chacun se retrouve dans son domaine. Chacun se dit, OK, moi, je suis plus à l'aise dans la satire. Moi, je suis plus à l'aise dans l'art pour l'art. Je suis plus à l'aise dans le comique des situations, etc. D'accord, ok. Mais moi, j'ai remarqué en tout cas très souvent dans les sketchs, moi, bon, après peut-être moi c'est ma vision, mais je n'ai pas l'impression que les artistes humoristes ils sont mis en avant. Très souvent, c'est, j'avais dit, les artistes humoristes dans leurs sketchs sont, ils se tournent ridicule, je vais dire ça comme ça. Oui, l'autodérision reste l'une des plus grosses formes d'humour. Hein. L'autodérision, c'est le seul humour le plus facile. Et je pense que même Jean-Michel Cancan, quand il se peint le visage tout en noir, ça fait déjà d'abord partie de l'autodérision. Et quand il s'habille en bouffon, ça fait partie de l'autodérision. Tu vas voir sur scène, beaucoup d'humoristes parlent d'eux en se dénigrant. Tu vois, ils parlent en se dénigrant, c'est l'autodérision. Tu vois? C'est, comme je disais, une autre forme de tout ce qui est courant artistique. Il était dit pourquoi je dis ça. Par exemple, je prends le cas peut-être de l'Europe ou des États-Unis. Lorsqu'ils font de l'autodérision, il y a le cadre qui fait en sorte que, bon, c'est vrai, ça reste de l'humour, mais ils sont classe, je vais dire, sont propres sur eux. Mais chez nous, très souvent, lorsqu'on se jette dans ça, on a un vêtement auquel les gens se disent, bon, j'ai pas forcément envie de ressembler à ça. Pourquoi? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que dans les autres continents, il y a pas des humoristes aussi qui font de l'humour, d'autodérision en s'habillant mal, ainsi de suite. Tout à l'heure, tu parlais d'Adel Malé, par exemple. Oui. D'Adel Malé, quand il monte sur scène, il est propre. Je vais dire propre, entre guillemets. Il met des tenues que n'importe qui peut mettre. Tout comme quand Ulrich Taka monte sur scène, il est correct. Tout comme quand Valérie Ndongo monte sur scène, il est correct. Tout comme quand Moustique, le charismatique, monte sur scène avec ses personnages normaux, il est correct. Parce qu'il a plusieurs personnages. Tu vois? Maintenant, si on va aux États-Unis, ou alors même, on voit Charlie Chaplin. À son époque, Charlie Chaplin ne se mettait pas normalement. Tu vois? On va aller peut-être regarder aux États-Unis, on va voir quel personnage. Eddie Murphy, par exemple, il a plusieurs sketchs où il joue plusieurs personnages, etc. Tu vois? Je dis encore que ça reste dans le courant artistique que chacun s'est choisi. À une époque, on a fait une grosse critique aux humoristes camerounais, genre tout le monde porte au cabas parce qu'on avait beaucoup. On avait le manteau des mages, Jackie, Mabéa, Matel, ainsi de suite. Ça reste encore un autre courant artistique, ça reste un autre courant truc. Et j'ai envie de dire, moi-même, j'ai joué un sketch en 2018 avant que cette vague-là ne vienne où j'étais en robe, tu vois. Donc, moi, je dis, ça reste un courant artistique et c'est chacun qui choisit. C'est pas forcément parce que c'est l'humour qui te l'impose, c'est le choix de ce que tu fais. Moi, j'ai commencé par me peindre le visage. C'est-à-dire que quand je faisais encore le lycée, je peignais le visage, je mettais des habits à la chop-chop, à la tout, etc. Mais après ça, je décide d'embrasser une autre forme artistique, un peu plus complexe, voilà. Je l'ai dit ça comme ça, et puis voilà. Si tu te sens à l'aise dedans, ça passe. D'accord. Mais est-ce que pas vous ne contribuez pas, entre guillemets, les humoristes et tout, est-ce que vous ne contribuez pas à, je vais dire un truc trash que j'en parle beaucoup de Louise, est-ce que vous ne contribuez pas à distraire les Africains des vrais problèmes qui les concernent au quotidien? Malheureusement, non. Malheureusement, au contraire. Si tu permets que j'aille jusqu'au bout. Beaucoup de gens disent que
Lorsque les Chinois, il y a parlé du cas TikTok, lorsque les Chinois ont conçu TikTok, quand on va sur le TikTok des Asiatiques, des Chinois, on voit des scientifiques, des gens qui ont construit des avions pour inspirer les gens. Mais quand on va chez nous, c'est rien que les vidéos, les gens rient, les gens dansent. Très bien. Et là-bas, est-ce que c'est de la faute des humoristes ou bien de ceux qui ont décidé d'introduire ce TikTok-là chez nous? C'est parce qu'ils se disent que ça fait en sorte que les gens ne réfléchissent pas plus que ça. Oui, mais c'est pour notre système politique. C'est sur notre système politique qu'il faut tirer, pas sur les humoristes. Moi, j'ai toujours vu des gens qui viennent me dire en commentaire en quoi est-ce que ta vidéo éduque les enfants. C'est pas ma vidéo qui est censée éduquer les enfants. Votre système éducatif, il a totalement échoué. Vous connaissez qui sont les responsables de votre système éducatif. Vous ne pouvez pas, vous avez peur d'aller tirer sur eux et venir tirer sur le pauvre humoriste qui est lui-même aussi une victime de ce système. On est tous des victimes de ce système. Tu crois que si le jeune avait du travail, s'il y avait des laboratoires au Cameroun, etc., où les jeunes pouvaient aller s'exercer, ils seraient en train de danser sur TikTok. Ils n'ont rien à faire. Et aujourd'hui, TikTok leur donne des possibilités. Ils n'ont juste rien à faire. Tu es déjà entré dans un laboratoire au Cameroun, un laboratoire de recherche. On va aller sur les laboratoires du Cameroun, s'il te plaît. Mais tu viens de me parler des laboratoires chinois. Les enfants, ils ont des laboratoires. J'ai un texte où j'ai dit souvent, imaginez dans votre tête que nous sommes dans un laboratoire. C'est parce que même si on donne l'argent du laboratoire à quelqu'un, il va le détourner. Et puis les enfants vont se retrouver là, ça n'a rien faire. Donc la faute, c'est pas sur les comédiens qui se retrouvent en train de danser sur TikTok. La faute, c'est ceux qui ont perverti la jeunesse en confisquant les postes de travail, en ne donnant pas d'autres possibilités à la jeunesse que de danser sur TikTok. Mais est-ce que quelque part, tu n'enlèves pas la responsabilité qu'a aussi cette jeunesse de faire son travail? Non. Non. Les traîtres dans cette histoire, c'est nos parents. Comment ça? Je dis encore, moi j'ai toujours l'habitude de dire, il y a un papa qui est venu, un grand artiste que je respecte, qui est venu mettre un commentaire sur mon truc. J'ai dit, c'est vous. Ils ne se sont pas battus. Nous, aujourd'hui, on refuse de se battre et nos enfants vont payer le prix que nous sommes en train de payer parce que nos parents ont refusé de se battre. Quand je parle de parents, ici, je parle par exemple dans le domaine de l'art. Si on se retrouve aujourd'hui avec des artistes camerounais qui n'ont pas de statut, ben c'est parce que nos parents, ils n'ont pas mené leur combat jusqu'au bout. Vous ont mené ce qu'ils pouvaient mener? Non, un combat, tu ne dois pas lâcher, tu ne vas pas commencer un combat jusqu'à ce que tu ne réussis parce que tu as échoué. Et c'est pour ça que moi j'appelle la traîtrise. C'est nos parents qui font en sorte que le Cameroun d'aujourd'hui il est ce qu'il est, c'est pas la jeunesse. Hein. C'est quand la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui dans un pays où il n'y a pas d'emploi. Mais la jeunesse aujourd'hui, elle fait quoi? Est-ce qu'elle est en faisant de lui? Moi, je parle vraiment, je suis l'avocat du diable aujourd'hui. Est-ce que justement, la jeunesse d'aujourd'hui sont les parents de demain? Oui. Et justement, en fonction de la direction qu'on prend, est-ce que tu as l'impression que l'artiste humoriste aujourd'hui contribue, est-ce qu'il n'est pas en train de contribuer à faire perpétuer le système? En remettant la faute sur les parents, on lui-même déjà se dit, OK, demain mes enfants viendront, ils demanderont qu'est-ce que j'ai fait. D'accord. Tu dois savoir que l'artiste humoriste aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt même un éveilleur de conscience. Déjà, lui-même en tant que victime du système, mais qui ne lâche pas, qui trouve une autre opportunité ou une autre possibilité à travers l'humour. L'humour, déjà, lui-même lui permet de s'évader. L'humour lui permet d'espérer, d'avoir un certain espoir. Tu vois, et à partir de là, d'inspirer des générations. Je te disais tout à l'heure que quand tu écoutes les textes des gens, si tu vas à l'intérieur, tu vas trouver des possibilités d'enseignement pour la jeunesse. La jeunesse camerounaise est l'une des jeunesses les plus inspirées au monde, mais ils n'ont pas les possibilités. À travers lui même aujourd'hui, on voit que c'est une jeunesse débordante d'énergie, débordante d'inspiration, qui n'a juste besoin qu'on lui donne la possibilité, l'opportunité. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle n'a pas la possibilité. Si tu ne donnes pas à ton enfant la possibilité de te montrer le talent qu'il a, il ne va jamais te le démontrer. Si tu laisses, tu ne lui donnes que, tu ne lui donnes même pas de considération, il va s'en foutre. Mais dans tout ça, parce que moi dans le discours... Tu veux absolument la responsabilité de la jeunesse dans la dérive de notre société. Quelque part, la jeunesse a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer qu'on ne lui donne pas. C'est un peu comme dans une pièce. Est-ce qu'elle va pas aller arracher? Je vais prendre un cas. Vraiment, je suis l'avocat du diable. Il y a toujours cette dualité-là. On va dire, OK, il y a plusieurs formes de producteurs de contenu. Il y a ceux qui font dans l'humour, il y a ceux qui font dans le dev perso, qui est très souvent valorisé. Ça permet il y a ceux qui font dans l'entrepreneuriat. Et voilà pourquoi beaucoup d'entrepreneurs, sans oublier, les humoristes sont des entrepreneurs aussi. Oui, je des oublie souvent.
Et que maintenant, ceux-là, vraiment, ils ne sont pas légitimes. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à rire. C'est toujours bon. Ouais, ça passe. Ok. Non, ça va passer de mon décor, là, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait ça. Donc, il y a toujours cette notion de non, parce que le temps arrive, vous suivez des gens qui vous font rire, en fait, qui ne nous apportent pas de la valeur, parce qu'ils sont là pour vous distraire. Parce qu'en général, lorsque les gens vont sur les réseaux, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amis qui, lorsqu'ils vont sur les réseaux le soir, quand ils finissent le boulot, ou bien je ne sais pas trop, pour eux, Facebook, c'est pour rigoler. Et ceux qui produisent du contenu, ils disent que bon, quand une personne va faire une vidéo pour faire, allez, 2 millions de vues. Mais quand on vous propose une vidéo qui vous permet de grandir, d'être perso, dans la meilleure version de toi-même et tout, ben, deux vues. Voilà. Ça, je dis, est-ce que quelque part, justement, vous n'avez pas l'impression de faire perpétuer ce système de la distraction au détriment de l'élévation? Ce que je dis encore une fois de plus, et ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire là, c'est pourquoi est-ce que cette jeunesse ne va pas arracher? C'est la seule chose où je dis oui, et elle est coupable de laisser ses parents là continuer de nous emprisonner. Parce que oui, aujourd'hui, la jeunesse, comme tu dis, préfère les éléments de distraction aux éléments d'élévation, entre guillemets. D'élévation, etc. Mais une fois de plus, qui nous a encore orientés vers ça? Qui nous oriente? On est dans une société où on célèbre le médiocre. On est dans une société où tout ce qui est important là, on nous cache. On est dans une société où, même dans le système éducatif, on a enlevé les cours de morale. Je ne sais pas trop si tu as fait la morale quand tu étais au primaire. Nous, on a eu le cours de morale, éducation civique et morale. On a eu le cours de morale. On a eu le cours de puériculture. Aujourd'hui, un enfant, il arrive à finir le bac. Il ne peut même pas tenir une aiguille. Donc, tu vois, tout ce qui était bien, on a enlevé. Mais tu penses que l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est certainement d'avoir une jeunesse aussi passive qui ne va jamais se dire « j'ai le droit de revendiquer, j'ai le droit d'aller à vie, j'ai le droit de me former, j'ai droit à la formation, j'ai droit à l'éducation, j'ai droit à la santé. » Tu vois? C'est donc cette jeunesse-là aujourd'hui qui ne peut qu'aller sur les réseaux sociaux que regarder les conneries. Tu vois? Mais il faut voir mes contenus. C'est quoi que tu mets dans conneries? Quand je dis conneries, c'est genre moi quand je crée un contenu. Je crée un contenu sur lequel je tire à boulet rouge sur le système en place. Tu peux regarder 1000 vues, 2000 vues. Mais si je fais une connerie où il y a des fesses, où il y a des 150 000 vues, 200 000 vues. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, moi, en tant que victime du système, j'ai envie de me faire des vues, j'ai envie de me faire que mes contenus produisent. Alors, j'oriente mes contenus dans ce sens. Mais, je dis encore, la victime, le bourreau, c'est pas la jeunesse. Cette jeunesse-là est victime. Et la seule chose que je reproche à cette jeunesse, c'est de rester victime. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une jeunesse qui se décide aujourd'hui de dire « Bon, trop c'est trop. Même si tu es mon père, il te manque d'abord le respect et tu te tiens désormais à carreau, tu te tiens droit. » Ok. C'est quand tu as aimé détourner le sujet, quand l'aiguilleuse va sortir, on m'arrête. C'est toi qui as aimé détourner le sujet. On était ici pour parler d'humour. Non, c'est tout de l'humour qu'on parle, ça pour du portrait. Mais non, c'est important d'aborder ces sujets parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vais vraiment aller jusqu'au bout de la chose. Je vais prendre le cas d'un humoriste ou d'un artiste qu'on connaît tous plus ou moins. Oui. Monsieur Chantal. Oui, Monsieur Chantal. On a tous vu sa percée plus ou moins. Oui. Et c'était partagé. Il y en a qui disaient vraiment c'est très drôle, c'est génial. Et à côté, il y en a qui trouvaient que c'était totalement stupide que juste à partir d'une danse comme ça qu'il faisait dans ses petites vidéos et son petit short, qu'il soit mis autant en avant. Je vais aller plus loin si tu permets. Oui. Parce que moi j'aimerais avoir ton analyse. Parce que des fois on est derrière nos écrans, on a des analyses, mais on ne voit pas. Il y a même une députée qui est allée jusqu'à repartager son contenu sur sa page et en valorisant que ouais, ce gars, c'est un génie et tout. À côté de ça, il y a des scientifiques, des docteurs, des entrepreneurs très brillants qui font des choses très, très intéressantes, mais qui ne bénéficient pas de la même visibilité et ils sont frustrés par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Par rapport au fait que justement... Ça, c'est plus vieux que le monde. C'est une histoire déjà connue, ça. C'est-à-dire, c'est le même reproche qu'on a fait à Charlie Chaplin. C'est-à-dire, il faisait ses contenus et pendant la période des guerres, et puis les gens... Alors que chacun a son rôle dans la société, frère. C'est pas de la faute de M. Chantal si tu n'arrives pas à mettre de l'énergie dans ton activité pour qu'elle soit populaire.
Lui, il a pu prendre son couloir, chacun a son rôle. Tout le monde ne peut pas être médecin. Tu es médecin, c'est à toi de mener des travaux pour que tes travaux retentissent dans le monde. Il y a des médecins chirurgiens qui sont hyper connus. Oui. Il y a des entrepreneurs qui sont hyper connus, tu vois, qui sont considérés comme des modèles d'entrepreneuriat. Si toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur et puis, ou alors coach sportif, il y a des coachs de vie, même des coachs de vie qui sont très connus. Si toi, tu es coach en développement personnel et que tu n'es pas suivi, ne viens pas rejeter la faute sur M. Chantal ou sur la jeunesse parce que tu te dis non, il n'aime que des futilités. Non, il n'aime pas que des futilités. Le petit, il a pu créer quelque chose et c'est ça la création. Et pour revenir à ce que M. Chantal fait, moi j'ai entendu parler des critiques et je m'étais déjà prononcé dessus. Tous ceux qui n'ont pas compris M. Chantal, ça montre leur degré d'inculture, ça montre leur niveau intellectuel. Parce que M. Chantal, moi à l'époque, il faisait licence en art du spectacle, production bien théâtrale. sûr. M. Chantal était en train de vous refaire un de ses cours, le cours sur Charlie Chaplin. M. Chantal était en train de vous faire du Charlie Chaplin. Il vous fait que du Charlie Chaplin. C'est du Charlie Chaplin. On leur apprend ça à l'école. Moi, j'ai vu, on a joué plusieurs pièces avec M. Chantal dans les sketchs de Takam. Il venait jouer, il avait la réplique, ainsi de suite, avant qu'il ne lance son projet de M. Chantal. Donc, c'est du Charlie Chaplin. Et on est justement dans une société où les gens refusent de lire, les gens refusent de se cultiver, les gens ne connaissent rien, mais ils passent le temps à critiquer. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Ok. Bon, revenons un peu sur ton secteur d'activité. Bon, Oui, revenons sur moi. Revenons. Oui, les barreaux, qu'est-ce qui s'est passé avec les barreaux? Les barreaux, ouais. On s'est séparés, non? Bon, pas qu'on s'est séparés. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu échoué parce que je suis moi-même orgueilleux. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Tu sais, moi, dans ma vie, je ne connais pas avancer seul. Je pense toujours groupe. Et à un certain moment, dans les barreaux, on commençait à penser individuel. Oui. On commençait à se dire, je peux aussi avoir pour moi comme ça, etc. Oui, ça marchait, c'est bien, mais ils n'ont pas pensé au groupe. Et quand ils n'ont pas pensé au groupe, on va se retrouver avec d'autres confrères qui avaient mis leurs espoirs sur le groupe, un peu comme Enoch ou Larissa, qui se retrouvent là comme ça. Et voilà, ça donne un peu un coup à la carrière de beaucoup. Et moi, ça me fait quand même mal parce que j'avais l'habitude de me vanter que j'avais formé le groupe web le plus parfait. On aurait pu être les kings sur 10-15 ans avec ce groupe-là. Ils étaient trop forts, trop talentueux. C'est mon plus gros regret. D'accord. Et justement, est-ce que les web-séries, parce qu'on en voit beaucoup, est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça? Beaucoup. Comment? Déjà en devenant star. Quand tu deviens star, dès que tu deviens connu, c'est toutes les entreprises qui t'approchent pour les placements de produits. C'est là-bas le plus gros argent. Aujourd'hui, je vois tous les gens avec les codes promo, XBET, etc. Nous, on était parmi les premières personnes avec qui un XBET commence à travailler. Je n'ai pas envie de te donner le prix qu'il donnait pour une seule vidéo. Quand il te donne un prix comme ça pour une seule vidéo et il te commande 5-10 vidéos, tu te retrouves avec un 15 millions juste pour un projet à main. Tu vois? C'est là-bas où il faut chercher la. C'est pour ça que tout le monde se bat pour avoir une certaine notoriété. C'est les placements de produits. Après ça, maintenant, il y a tout ce qui est revenu de monétisation. Oui, ça, c'est tous les mois. Moi, j'ai vu, c'était mes petits, je ne vais pas donner les noms, mais qui arrivaient, étant au Cameroun, on a fait 1,5 million, 2 millions le million. Ah oui. Rien qu'avec leur revenu Facebook. Tu vois? Donc, tu as ça à côté et tu as maintenant toutes les entreprises qui vont te courir après, frère. Ça donne énormément d'argent. Mais pour cela, il faut travailler pour pouvoir avoir la notoriété, pour pouvoir devenir la star que tout le monde va approcher. Bon, c'est à partir de quel moment, je vois ça, disais quoi ça? Est-ce que c'est en termes d'abonnés qu'on peut encore mesurer la notoriété? C'est à partir de quel moment qu'on commence à... Ou tu peux avoir même la notoriété sans avoir le nombre d'abonnés. Tu peux être star sans avoir le nombre d'abonnés. Les BAO sont devenus stars sans avoir les abonnés parce que l'histoire des BAO veut que on était déjà populaire, on avait à lancer des vidéos, mais on n'avait pas encore créé nos propres chaînes. Le groupe n'avait pas encore ses chaînes. Donc, on était stars sur les chaînes, les pages des autres. Et parmi les artistes qui nous ont lancés, celui que je remercie toujours, c'est Dynastie Le Tigre. Dynastie Le Tigre et Ghislaine Dimaye. Ils sont les deux
grosses stars. On ne vous a pas laissé. Très bien. Glenn Dimay. Ce sont les 2 grosses stars à l'époque qui postent la vidéo Tu vas supporter les lions et suicider, et ça fait des millions de vues sur leur page. Ensuite, le suicider, il y a Coco Emilia qui la poste aussi, parce que je me suicide pour Coco Emilia. Et c'est ça qui fait en sorte que tout, après ça, il y a tout ce qui est blogueur, etc. Mais en termes d'artistes, voilà ceux qui ont lancé les BAO. Après ça, maintenant, on s'est dit, non, il faut qu'on crée notre propre page. Nous, on ne savait même pas encore que les pages pouvaient monétiser. Et c'est à ce moment que je rencontre à Scène Capture, qui il vient dans mon bureau, je vois à l'époque, il était encore jeune, il n'était pas le charismatique Arsène Capture qu'il était. Il arrive dans mon bureau, il a son petit sac. Puis moi, dans mon bureau, je suis tout costumier, je l'amène au restaurant de la faculté, on mange, on boit. Après, je lui dis, OK. Moi, je me dis, bon, on a déjà le nom, qu'est-ce que ce petit-là m'a apporté? Il sort sa machine, il pose, il me présente un business plan bien détaillé avec des objectifs précis. On doit atteindre 40 000 abonnés dans tel truc, on doit monétiser, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Quand il m'a donné son prix, moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, je travaille avec lui. Donc, c'est comme ça qu'on a payé ce qu'il a demandé. Et puis, il a donc créé nos pages. Et on s'était fixé 3 mois pour atteindre les 40 000 abonnés. Mais en 1 mois et demi, on avait dépassé la barre des 60 000 abonnés sur YouTube, etc. Tu vois? Donc, parfois, ce n'est pas... Tu peux avoir la notoriété, mais pas les abonnés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Edu n'a pas, il est en train d'atteindre les 500 000 abonnés, mais il va toujours rester le père Edu plus célèbre que Manioc Comédie qui a 4 millions d'abonnés. Maintenant, chaque réseau maintenant a ses conditions de monétisation. Il faut atteindre un certain nombre de visionnages, un certain nombre d'abonnés, etc. D'accord. Et comment vous faites pour démarcher les entreprises? Les entreprises vont te trouver seules. Tu te charges juste d'être connu sur la toile. Les entreprises vont te trouver seules. Il y a plein de gens que je vois souvent qui sont connus, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont tant de placements de produits que ça. Ils n'ont pas de placement de produits justement parce que leur contenu peut-être ne cadre pas avec la politique des entreprises qui recherchent, tu vois. Mais un truc est sûr, c'est que quand tu as ta ligne éditoriale que les contenus adorent, ou alors les entreprises adorent, ils vont toujours se rapprocher de toi. Moi, pour signer avec un XBET, j'ai fait une vidéo comme ça là dans la rue et puis je tournais à côté du kiosque un XBET. Ils m'ont demandé non floute sinon ils vont te plaît. J'ai dit que je ne floute pas. Ça va leur faire la pub et s'ils voient ça peut-être ils peuvent même s'approcher. Guérilla marketing. Très bien, j'ai balancé et ils ont vu et ils m'appellent, ils me disent on a vu votre vidéo avec nos images derrière et dit c'est quoi vous voulez me boum là? Non, on voulait maintenant que vous fassiez le même truc mais cette fois-ci un peu plus orienté. La marque. Voilà. Et là, maintenant, on parle business. Justement. Et il y a aussi la polémique autour des paris sportifs. Oui. On dit voilà, que c'est quelque chose qui contribue à ruiner l'Afrique et tout. Et justement, le fait que vous en faites la promotion. Faire la promotion. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que les humoristes sont les premières victimes de ce système. Ne venez pas. Vous savez dire, vous préférez vous attaquer aux victimes que de vous attaquer aux bourreaux. Ce n'est pas les humoristes qui ont installé ces entreprises dans nos pays. Ils ne signent pas une licence chez les humoristes. Je vais prendre un XBET. Ce n'est pas un XBET, ce n'est pas les humoristes camerounais qui donnent les agréments aux trucs. Et les humoristes, ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas de statut. Je suis affilié à la Socelatra depuis 2009. Je n'ai jamais reçu 5 francs. Je suis affilié au ministère depuis 2015. Je n'ai jamais reçu 5 francs. Ok, moi, en tant qu'artiste de ce ministère-là, comment est-ce que je mange? Si quand un XBET va venir me dire, dit dans chacune de tes vidéos, parie avec mon code de promo et puis je te donne 100 000 chaque mois. 100 000 chaque mois. Je te dis ça tous les jours. Ce que je dis, c'est que le jour où on va décider de se libérer, nous les Camerounais, on va décider de se libérer. Là, on pourra reprocher aux comédiens genre, ok, maintenant tu as un salaire, tu as un statut, tu peux faire des spectacles, on t'a construit une salle de spectacle, va là-bas, arrête de pervertir la jeunesse. Donc, ce n'est pas l'humoriste qui pervertit la jeunesse, à mon humble avis. L'humoriste lui-même, en tant que victime, subit juste ce système. Tu fais bien de parler justement de salles de spectacle. Et c'est quoi? On parlait en offre du stand-up. Oui. Entre celui qui fait des vidéos drôles sur Internet et celui qui fait du stand-up, moi, je pense qu'on ait la réponse. C'est qui le plus coté?